Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 du Savage Show. Mon nom est Stéphane Paulin. Avant de continuer, j'aimerais ça dire un gros merci à tout le monde qui ont pris le temps de s'inscrire soit sur la page YouTube ou soit sur toutes les plateformes où ce que le podcast est disponible. Soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, partout. À tout le monde qui se sont inscrits, à tout le monde qui s'est inscrit sur la page YouTube, à tout le monde qui a donné un like à la page Facebook, un gros merci. 3 épisodes disponibles présentement. Épisode 1, épisode en anglais avec Drew Onyx. Épisode 2, un épisode en français avec Mike Marston. Et la 3e épisode en anglais avec Jennifer Huggins. 3 excellents épisodes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez les écouter, vous allez adorer, je vous le promets. C'était 3 excellentes entrevues. J'ai ça utiliser le mot entrevue. C'est des conversations que j'ai eues avec 3 excellents invités. J'ai adoré. Allez écouter ça, comme je dis, c'est disponible sur YouTube, sur la page Le Savage Show. Allez vous inscrire pour ne pas manquer les épisodes futurs. Aussi sur toutes les plateformes podcast, comme je l'ai dit, Stitcher, Spotify, Apple Podcasts, partout. Allez-y, allez vous inscrire pour ne pas manquer les épisodes futurs et écouter les 3 premiers épisodes. Pour cet épisode, j'ai eu l'honneur de parler avec mon invité, un lutteur professionnel, le propriétaire de la NSPW, North Shore Pro Wrestling, la plus grosse promotion au Québec et une des plus grosses au Canada. J'ai eu une très bonne conversation avec cet invité. C'était bien le fun d'y parler. Très bonne conversation, puis je suis certain que vous allez adorer. Donc, sans plus tarder, voici épisode 4 du Savage Show avec Steve Boutet. Bon, la première chose que je veux dire, c'est un gros merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur le Savage Show. C'est grandement apprécié, Steve. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est un bout qu'on se parle, mais ça n'avait jamais vraiment donné. Ouais, c'est ça. On s'est parlé presque au début de la pandémie un peu. Puis dans ce temps-là, je faisais pas des épisodes en français. Fait que là, durant la pandémie, je me suis ajusté. Puis toutes sortes d'affaires. J'ai relaunché un nouveau podcast avec un différent nom juste pour le mettre un peu bilingue. Puis là, j'ai commencé à faire des épisodes en français. OK. Fait que j'ai dit, hey, ça serait intéressant de parler à Steve, surtout dans tout ce qui se passe présentement. Là. Fait que, c'est incroyable. Là, Vous autres, à Québec, vous êtes dans le rouge là encore, comme nous autres, à Montréal? Oui, on est dans le rouge encore. On a été les premiers, je pense. Je pense qu'on était avant vous autres. Vous autres, ça a commencé le 1er octobre aussi? Oui, ça a commencé au début, le 1er octobre. Oui, c'est ça, nous autres aussi. Puis, tu sais, même si présentement, les chiffres qu'on a sont pour zone orange, on reste dans le rouge pareil. Là. Fait que c'est étrange. Là. Fait que vous autres, là, les cas par jour, là, c'est beaucoup moins que nous à Montréal. Je ne porte pas attention vraiment à la région de Québec, mais ici à Montréal, là, hier, on a eu 14, il y avait 1300 ou 1386 ou quelque chose comme ça. Oui, dans le fond, nous autres, ça roule autour de 70-80 depuis un bout. Là, il y a juste aujourd'hui, ça a monté en haut de 100, mais c'est comme random parce que la semaine passée, il y a une journée qu'on a eu 39, puis après ça a monté à 98. Fait que c'est comme, on ne sait pas trop c'est bizarre, ça monte, ça descend, puis on ne comprend pas. Là, puis il n'y a personne qui explique pourquoi les restaurants, les gyms sont fermés. Fait que il y a beaucoup d'inconnus. Là. Nous autres aussi, c'est la même chose comme. Tu sais, moi, ils ont fermé les restaurants tout comme vous autres, c'est les mêmes règlements. Puis, tu sais, au début, je me disais, OK, si je vois une différence après 30 jours dans les chiffres, je vais être OK avec ça, tu sais. C'est ça, moi aussi, mais... Nous, ici, il y a plus de cas qu'avant. Fait qu'il y a aucune façon donc le gouvernement, dans 2 semaines, va dire « Hey, il y a 500-600 cas de plus qu'au début, mais on va quand même vous laisser y aller rouvrir vos restaurants puis y aller rouvrir vos gyms. » Déjà, nous autres, je ne sais pas ce qu'ils parlent de ça à Québec, mais nous, ici, là, ils ont commencé à parler que peut-être qu'ils allaient fermer les écoles pour 4 semaines durant Noël à la place de 2. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que justement, la semaine prochaine, ils allégeraient les trucs, là, comme, je ne sais pas s'ils ouvraient les restaurants puis les gyms, je sais qu'ils allégeraient les rencontres pour le temps de Noël puis tout ça. Sauf que l'école serait fermée 1 mois. Puis ce qui se parle un peu, c'est un shutdown complet 2 semaines après les fêtes, mettons du 5 au je ne sais pas trop quoi. Là. OK.
Fait que là, ce serait comme, OK, tout le monde en quarantaine à cause du temps des fêtes. Fait que, ça vaudrait-tu tant la peine que ça? Déjà qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir des problèmes. Oui, il y a des entreprises qui ferment pendant le temps des fêtes, ça c'est correct, sont payés pareil, mais ceux qui ne sont pas fermés, mais les enfants sont à la maison. Après ça, là, c'est plus le temps des fêtes, mais les enfants sont encore là 2 ou 3 autres semaines, je pense. Parce que là, comme tu dis, ils veulent fermer ça 3 semaines, 1 mois. Mais tu sais, il reste juste une semaine au mois de décembre quand tu arrives au temps des fêtes. Fait que là, ça fait comme 3 semaines au mois de janvier qu'il faut que tu deals avec le fait que tes enfants sont à la maison et que tout est au travail. C'est spécial. Là. Je ne sais pas comment tu vas arranger ça. Là. Moi, je trouve, là, dernièrement, c'est comme... Ils savent pas quoi faire, fait qu'ils essayent n'importe quoi. Ils sont comme, ça marche pas, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. C'est comme, OK, on va former les écoles parce que la première fois, ça a l'air de marcher, peut-être ça va marcher ce fois-ci. On dirait que même si on les considère comme des experts, des fois, je me dis, Chris, je pense que je pourrais faire un meilleur job. Peut-être, probablement pas, là, mais des fois, je me dis... Ouais, mais tu sais, c'est comme... la dernière fois que c'est arrivé, c'est la grippe espagnole, puis il n'y a plus même grand monde qui est encore vivant de ce temps-là. Là. Fait que, il n'y a comme pas de background de pandémie au Québec, puis tu sais, c'est... Oui, ils prennent des décisions qui sont douteuses parce que, tu sais, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils se font demander les chiffres pour les restaurants puis les gyms, puis ils les ont juste pas, puis ils sortent pas. Mais, tu sais, on ferait-tu mieux? Je pense pas. C'est sûr qu'on aurait des idées meilleures qu'eux autres, mais eux autres, ils en ont des meilleures que nous autres. Fait que, tu sais, je pense que la solution serait qu'ils fassent confiance au monde. Parce que là, tu sais, le 1er octobre, ils ont dit que c'est 28 jours pour qu'on stabilise la courbe. Ben, ils ont stabilisé la courbe, mais une couple de jours avant le 28 jours, ils ont dit que ouais, mais là, il faut descendre les cas. Ouais, mais ce n'est pas les conditions que tu avais dit. Fait que là, ils perdent la confiance du monde. Puis, tu sais, c'est dur à regagner la confiance, surtout en politique. Là. Ouais, c'est ça. Un coup que c'est drôle comment une pandémie, un virus, quelque chose de la santé est devenu automatiquement du début un point politique. On dirait que c'est ce qu'on parle. On n'est pas d'accord des décisions, donc le monde prend. Fait d'un coup, c'est du politique. Sans devoir penser, c'est juste un problème de santé qui devrait être réglé, le problème de santé, la science, blablabla. Là, tout d'un coup, c'est la politique, puis c'est comme ça, puis là, le monde n'est pas content. On dirait, tu sais, j'essaie de me fermer les oreilles le plus possible là, à cette heure. C'est comme, je peux plus entendre parler là, tous les jours. C'est tout le temps la même chose. J'essaie de juste continuer à vivre ma vie puis de dire, OK, ben, je vais suivre les règlements puis on va souhaiter pour le mieux parce qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Parce que tout le monde, en tout cas à Québec, tout le monde suit les règlements. Là, puis tu te fais regarder de travers si tu es trop proche d'une personne. Puis, fait que je me dis, le monde qui ne suit pas les règlements sont où? C'est ça que je ne comprends pas. Puis là, après ça, tu apprends, c'est dans les CHSLD et les hôpitaux qui font du transfert de personnel. Mais là, c'est pas la population le problème. Là. Fait que c'est rendu politique. Là, les partis de l'opposition commencent à crier un peu. Fait que, c'est triste, là, parce que, comme tu dis, c'est quelque chose de scientifique, de médical, qui aurait dû rester scientifique médical. Ouais. Là, c'est rendu que le COVID va devenir une guerre civile entre les idiots du village qui vont commencer à se crier après, parce que là, c'est rendu ridicule. Là. C'est drôle parce que je lisais un article hier c'était sur une pandémie de choléra comme le 18e siècle. Puis il parlait exactement des COVID idiots, c'était la même chose. Là, genre le monde qui pense que c'est le gouvernement qui essaye de rendre le monde malade parce qu'ils veulent se débarrasser des... Dans le temps, ils pensaient qu'ils mettaient quelque chose dans l'eau pour qu'ils mettaient les gens qui étaient pauvres malades pour se débarrasser des mondes pauvres pour que le monde qui avait de l'argent pouvait avoir, tu sais. Puis c'est la même chose. On vit c'est la même chose. Oui, on vit dans une pandémie en 2020, puis on dirait on entend parler des mêmes choses. Là, ça me... Mais il va y avoir une pandémie, mettons, en 2040, puis ça va être les mêmes discours. Là, il n'y a rien qui va changer. Il y a quelque chose qui a été distribué égal dans la vie, c'est l'idiotie humaine. Il y en a partout. Fait que, c'est... Oui, ça, c'est certain. Ça, j'approuve. Parlant de lutte un peu, vu que tu es un des plus gros promoteurs au Canada puis le plus gros promoteur au Québec, on va se dire. Là. Moi, je suis de mon avis. Là. La NSPW, le 5 octobre dernier, gros show, Diamant, boom,
Ça y allait bien, le 20 000 vents s'annonçait comme une rocket. Puis tout d'un coup, boum, Ouais. Oh, c'est arrêté. COVID-19, les breaks, bang, ça frappait un mur. Parle-moi-en un petit peu, parce que je suis certain que ce n'est pas trop facile comme promoteur puis comme propriétaire d'une grosse promotion comme la NSPW. Non, c'est triste parce que, euh, je prends juste moi comme exemple. Je lutte encore, j'ai 41 ans. Fait que là, c'est comme si je m'étais fait voler une année. Puis, il m'en reste pas tant non plus là, à lutter. Il y a des gars aussi qui n'ont pas la même passion que, mettons, comme un Marco Estrada. À Montréal, mettons, un Drew, quelqu'un de même qui est passionné au bout. Puis, fait que moi, je pense que la COVID ne va pas juste faire mal aux fédérations, va faire mal aux lutteurs aussi. Il y en a qui vont juste faire, bah, correct, je vais arrêter. Ouais. Et il y en a qui ne s'ennuieront pas. Il y en a d'autres, c'est leurs femmes puis leurs enfants à la maison qui vont dire, ouais, mais on était bien pendant cette année-là à t'avoir toutes les fins de semaine chez nous. Fait que ça va être un pensée bien. Puis pour la NSPW, comme tu dis, ça frappe un mur. On avait pas loin d'une 60aine de galas prévus pour 2020. Wow. On a réussi à en faire 20 justement au 13 mars. On a fait notre dernier gala. On a été vraiment chanceux de le faire parce qu'on était dans une grande salle à Saint-Apollinaire. Fait que là, le maire de la ville a fait OK, parce que c'est cette journée-là que tout a fermé. Le vendredi 13 mars, tout a fermé. Fait que lui a fait bon, OK, pour asseoir, c'est correct, étant donné que c'est une grande salle, puis on n'accepte pas plus que 250 personnes, mais ça va être correct. Mais à partir de là, ça a passé à deux cheveux de fermer la NSPW là, parce que on avait un bon coussin. On ne se le cachera pas. On a eu du succès, mais c'est juste que là, on a un local de l'école de lutte, des assurances, l'électricité, tout ça. Fait qu'on avait des frais fixes à tous les mois, puis on n'avait rien qui rentrait. Là. Fait que là, c'était toujours, on pigeait dans le pot, puis on allait le pot était vide. Puis là, quand ils ont accepté les réouvertures de gym au mois de juillet, on a rouvert l'école de lutte avec des drills à une personne. Puis là, au mois de septembre, ils ont accordé les bulles de 4 partenaires de pratique. Fait qu'on a pu... on a réussi à faire des enregistrements pour ma TV. On a réussi à faire beaucoup d'émissions, là, une chance. Au début, on voulait juste en faire une par semaine. On s'est dit... au cas où. Fait qu'on en a fait pas mal. Fait on est correct là-dessus, mais c'est triste. Là. Comme je dis, on avait une 60aine de galas de prévus. Comme là, techniquement, notre prochain gala, c'est le 6 février en Gaspésie, à Gaspé. Mais eux autres sont corrects encore, mais nous autres, on n'est pas corrects. Fait puis là-bas, il n'y a pas grand lutteur. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand personne à piger dans le pot là, de par là. Non, c'est ça. Là, fait que c'est... J'ai lu un article tantôt, question de faire un petit peu de recherche, me faire à croire que je suis un petit peu professionnel, comme podcasteur. Je lisais un article sur toi, justement. Je ne sais pas si c'était Radio-Canada, je ne suis pas certain, mais ça parlait exactement de ce que tu viens de me dire. Ça parlait du fait que tu payais une salle au mois, puis qu'il fallait que tu piges dans le pot, puis qu'à partir du mois de juin, c'était vide, puis que si tu ne commençais pas bien vite, que ça pourrait être la fin de la NSPW pour un bout. C'est ça. Oui, vas-y. Le 1er juillet, quand on a. Le 1er juin, quand on a payé le loyer, puis on a les assurances, Hydro-Québec, tout ça, le chauffage, on a dépensé le dernier sou, la NSPW. Fait que là, au mois de juillet, quand il y a eu le hockey pour les gyms, là, ça a vraiment bien. Ça a tombé du ciel. Puis en plus, on a des élèves en or, là, sont incroyables. Ils ont accepté de venir quand même suivre les cours à une personne dans le ring, à juste faire des drills tout seul, courir. Là, je pense que le premier cours, il doit avoir pris une centaine de bump shacks. Puis, il était content. Puis après ça, il y a eu des cours de personnages, de promo, courir les cordes. Fait que, honnêtement, le mois de juillet, il a été tough pour les élèves, juillet-août, mais ils n'ont jamais lâché. Puis ça... Ça, c'est nice que tu as du monde qui est passionné de lutte, mais qui aussi ils reconnaissent que la NSPW avait besoin d'aide, que l'école de lutte avait besoin d'aide. Puis comme étudiants, ils ont été reconnaissants de ça, puis ils ont quand même continué à suivre puis à en donner le plus qu'ils pouvaient. C'est nice d'avoir du monde comme ça.
Ça Ah, aide un peu, surtout dans les temps comme aujourd'hui. Là. Ben oui, c'est les meilleures personnes au monde. Là, ils sont passionnés, puis ils sont tout le temps là pour. En temps normal, là, quand on a des gars, ils sont tout le temps là pour aider. Puis, je peux toujours compter sur eux autres n'importe quand. Là, fait que c'est vraiment le fun. Là. C'est une Super belle nice. gang. Ouais, c'est super nice, man. Beaucoup de lutteurs, là, je fais ça depuis 4, presque 5 ans. Puis, j'ai jamais. C'est rare que je vais rencontrer. La plupart du monde que tu rencontres dans les bacs, là, c'est super bons gars. Ils sont généreux. Puis, tout le monde est là pour s'aider. Pour la plupart. Tu en as qui sont pas Oh, aussi gentils, mais pour la plupart, le monde est gentil puis accueillant. Puis, ils veulent s'aider. C'est une communauté. On se dit c'est du monde qui se reconnaît. Des lutteurs, c'est pas une profession que tout le monde, ou même un hobby que tout le monde peut faire ou un sport que tout le monde veut faire. C'est vraiment un petit groupe de personnes. C'est vraiment, faut que tu sois vraiment passionné pour être capable de, à tous les samedis, rentrer dans un ring pour des fois pas trop d'argent, des fois pas d'argent, puis juste ouais. mettre ton corps à travers des choses. Moi, toi, tu as 41 ans, moi, j'en ai 40, puis le COVID, c'est de la merde, mais ça m'a redonné du temps. Je crois que ça m'a redonné une coupe d'années à ma vie parce que mon corps m'a Ah, mais laissé. juste comme ça, là, mon bras déplié au complet maintenant. je m'étais égrené le coude, puis j'arrêtais là, genre, mettons. Là, il va jusqu'au bout. Fait Ouais. que merci, COVID. Ouais. Moi aussi, là, j'avais des blessures qui avaient besoin de pas mal de temps. Puis, tu sais, tu peux pas t'arrêter. Tu sais, comme moi, c'est la même chose que toi. Là, tu sais, j'ai pas grands années qui me restent. Là, fait que je voulais tout donner pour venir meilleur. Surtout que ça fait juste 4 ans que j'en fais. Fait que à chaque opportunité que j'avais, s'il fallait que je lutte 2 fois par fin de semaine, des fois, mais je luttais 2 fois par fin de semaine. Puis j'y donnais tout. Puis d'un coup parti, ça m'a donné l'opportunité de me relaxer puis de m'arranger les bobos un peu. Ouais. Ça a fait du bien, mais c'est assez. C'est assez, ouais. Ouais. Il faut que ça retourne à la normale. Ou au moins, comme tu dis, on va parler un peu. Tu as une émission sur Emma TV, c'est ça? Ouais. Ouais. Puis là, tu as été capable d'enregistrer. Vous avez quoi? Vous passez une fois par semaine? Oui, on passe une fois par semaine des émissions de 30 minutes. On a 2 combats, 2 promos. OK. On a réussi à en filmer pas mal. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a un élève, Keith Sénéchal, qui étudie justement en montage vidéo, tout ça. Fait que lui, c'était comme un cadeau du ciel de pouvoir participer à ça. C'est lui qui fait notre montage. Puis, tu sais, les gars, ils ont embarqué tout de suite. Là, Marco Estrada, Jeff Sanders, Pee-Wee, Matt Falco, Matt Angel, ils ont tous embarqué. Travis Toxic, c'est vraiment le fun. Puis, on a eu du fun. Honnêtement, quand j'ai revu Yvan pour la première fois, je ne l'avais pas vu depuis le mois de mars. Puis, je l'ai vu au mois de septembre. Je me suis essuyé les yeux. Wow. Yvan, c'est un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami. Puis, ça ne donnait pas. On s'était perdu de vue complètement à cause de la COVID. Puis là, quand on s'est revu, c'était même chose avec Claude. Ouais, ça a fait du bien. Même chose avec Claude Malone. Quand on avait les yeux dans l'eau, les deux. Puis, ça fait du bien. Écoute, moi, il y a des journées où ça va pas bien parce que je m'ennuie de voir mes chums. Tu sais, je ne sais pas si c'était à Mike Marston ou à quelqu'un, j'expliquais que il y a beaucoup de lutteurs comme moi, par exemple, moi, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Fait que moi, j'ai ma vie, je travaille à temps plein, puis le samedi puis le dimanche, je lutte, mais j'ai de la famille, j'ai du monde que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de monde là, que leur monde préféré, là, ils voient le samedi soir dans le backroom. Ils vont lutter, puis c'est leur meilleur 3 ou 4 heures de leur semaine. Fait que toute la semaine, de ne pas être capable de voir du monde que tu connectes avec, puis là, tu es pris à la maison. Moi, comme ça, là, présentement, là, après un bout, je le sens. Moi, je suis un gars qui aime ça, s'asseoir avec 5-6 gars. J'invitais des chums ici, on s'assisait dans le salon, puis on jasait pendant 5-6 heures, puis partir juste pour rien, mais juste à être en compagnie de monde qui pense pareil, ou pas, qui ont des... j'adore ça. Même si je ne dis pas un mot, j'écoute juste le monde parler, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime ça faire du podcasting, c'est pour ça que j'aime ça avoir des conversations. Puis, j'aime ma femme et mes enfants, mais Alice, j'aimerais ça avoir des conversations. Hein? Mais c'est spécial le monde de la lutte parce que c'est pas juste, mettons, comme un monde que tu mets ton corps en jeu à toutes les fois, peu importe. C'est un monde
Puis c'est un langage spécial aussi, là. Tu sais, Ouais. tu parles à du monde, tu essaies d'expliquer la lutte à quelqu'un, là. Hey, c'est pas facile, là. Même si ça fait 20 ans que j'en fais, là, quelqu'un me demande ouais, mais là, comment ça marche la lutte? Là, tu sais, il faut que tu enlèves tous les termes, le kayfabe, les heels, les face. Là, tu sais, t'es comme ouais, lui, mais tu sais, il y a comme lui. Ouais, mais je le connais pas, lui. Ouais, c'est vrai, là. Tu sais, c'est tough pareil, là, parce que c'est un univers complètement différent, puis c'est hot, là. Puis Ouais. les gens sont impressionnés, puis je pense qu'il y a personne, surtout au Québec, ça a été fort les vieilles années de la lutte. Je pense qu'il y a personne au Québec ou presque jamais écouté de la lutte. Parce que tu fais le tour des postes à la TV, tu tombes sur de la lutte, tu arrêtes parce que c'est impressionnant. Là. Ouais. C'est athlétique, c'est spectaculaire. Puis, tu sais, tout le monde le sait maintenant, la lutte, c'est arrangé. C'est arrangé la lutte, ouais. C'est un théâtre extrême qui fait que, oui, il faut que tu sois en forme physique, tout ça, mais il faut peut-être un background en dedans de toi d'impro, d'acteur, de théâtre, parce que tu peux pas arriver dans un lutte, puis dans un ring, je veux dire, puis seulement lutter, puis faire des affaires athlétiques. Le monde va faire « OK, cool, un flip. Ah, un autre flip. » Puis après ça, c'est terminé. Mais si tu es capable d'aller chercher leur attention avec ça, mais tu sais, là, le monde va embarquer. Puis, tu sais, comme je dis, c'est un monde spécial, mais c'est dur de faire comprendre au monde qu'une fois par semaine, tu te mets en bobette, puis tu te fais tirer sur la tête. C'est quand le monde dit hein, mais tu dois gagner cher. Non. Le monde me dit, hey, tu devrais faire de l'argent. Ouais. Un gros 20$ paye mon gaz. Je ne sais pas si tu as la même réaction, mais à chaque fois que le monde me demande, mais pourquoi tu fais ça? Là, je suis comme, je sais pas. Ben, c'est une passion. Ah, OK. Moi, je me suis déjà fait répondre. Ben, collectionner des timbres, c'est une passion, mais se faire tirer sur la tête, non. Se faire frapper avec une chaise, non plus. Ouais, c'est ça. on vit comme lutteur pour la réaction. Une grosse partie, pour moi, c'était d'essayer d'aller chercher les fans, d'avoir une réaction du public. Aussi, d'être capable de montrer au monde qu'est-ce que je suis capable de faire dans le ring, comme athlète ou comme entertainer. Mais tu as raison, on dirait, il faut avoir quelque chose en dedans de toi qui dit des fois, hey, regarde-moi pendant les 15 prochaines minutes. Faut que tu regardes moi ou l'autre gars qui est dans le ring avec nous autres. On va te conter une histoire. T'sais, moi, quand le monde me demande de leur expliquer c'est quoi la lutte, c'est quoi exactement, comment tu peux m'expliquer ça, je leur dis, ben, j'ai 10 à 15 minutes à te conter une histoire en deux gars. Puis il y en a un qui c'est un bon gars, il y en a un qui c'est un mauvais gars, puis on va essayer de te conter une histoire sans que tu saches c'est quoi l'histoire, mais à la fin du combat, tu vas avoir une idée de ah, OK, je comprends un peu. C'est comme une pièce de théâtre, mais on se frappe sa gueule. Puis des fois, je saute du troisième câble, puis j'essaie de ne pas me péter la gueule. C'est du théâtre extrême. Il y en a beaucoup. Là c'est moins pire. C'est beaucoup moins pire, les storylines. Mais il était un bout au Québec, les storylines. Le monde faisait ça compliqué. T'es comme, ouais, t'es sûr que tout le monde comprend? Oh oui, ils suivent. Mais non, le monde ne suit pas vraiment. Là, ils sont là pour passer un bon moment. Puis oui, c'est sûr qu'il y en a des fans hardcore qui sont là, qui comprennent tout. Mais tu sais, à la base, là, c'est hey, tu m'as volé tes clés, m'a pété la gueule, on va se battre. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Là. Puis là, ben, rendu là, c'est les deux lutteurs qu'il faut qu'ils comptent l'histoire, comme tu dis, pour justement attirer l'attention des spectateurs pour que pendant ces 15 minutes-là, il y ait juste deux personnes qui existent sur la Terre. C'est les deux personnes dans le ring. Si tu vois, tu commences à lutter puis tu vois quelqu'un commencer à prendre son sel, ça, c'est le pire erreur. C'est OK, t'as perdu. Parce que là, lui qui a son sel regarde, il fait hey, check ça. Là, l'autre regarde. Là, lui, l'autre bord veut savoir. Fait que là, c'est comme là, fou. L'attention se vire toute. Fait que c'est un drôle de gimmick quand on y pense vraiment. T'sais, comme tu dis, le monde, je leur dis toujours, je me mets en bobette, puis je bats 300 personnes, puis on se tape sa gueule pendant une dizaine de minutes, puis après ça, je m'en vais en arrière, je me rhabille, puis je m'en vais à la maison. Ouais, c'est ça. Ah, wow, tu dois faire de l'argent. Non, pas vraiment. Non, je travaille à plein temps, puis je boite le lundi parce que j'ai botché ma move, puis je me suis fait mal. Puis... Mais tu sais, tu regardes ça, si tu as 20$ pour un match de 15 minutes, c'est payé cher. Hey,
Parce que là, de l'heure, là, c'est cher. Là. C'est 80 piastres de l'heure. 80 piastres de l'heure, mais on lutte pas une heure. Puis on lutte une fois par semaine, une fois par mois, des fois, il y a du monde qui sont pas tout le temps chanceux. Toi, t'étais lutteur avant d'être promoteur, c'est ça? Oui. Okay. Dans le fond, ça fait 12 ans à la NSPW, ça fait 20 ans que je lutte, ça faisait 8 ans. J'avais été avant ça à la PWE dans Port-Neuf, à Saint-Marc-des-Carrières, comme scripteur. Puis, j'avais pas la même vision de la lutte qu'eux autres. Eux autres, c'était faire lutter les gars de la place. Mais à un moment donné, les gars de la place, ben, tu sais, à part Matt Falco dans cette gang-là, il n'y en a aucun qui a décidé de moi, je vais m'investir vraiment. Fait que je vais toujours me rappeler à Saint-Marc-des-Carrières, il y avait des jumeaux qui luttaient. C'était des jumeaux de Saint-Marc-des-Carrières. Puis il y a plein de monde qui ne savait pas qui luttait, ces personnes-là. Tu sais, je suis comme, mais là, Saint-Marc-des-Carrières, c'est pas grand. Vous êtes les deux seuls jumeaux de la place. Pourquoi vous ne dites pas au monde que vous faites de la lutte? Ouais, mais là, c'est gênant. Puis tout. Fait que j'avais pas la même vision que les propriétaires là-bas. C'était Daniel Tremblay et Steve Paquin. Puis à un moment donné, j'ai fait, gars, je vais partir mes affaires de mon bar. Puis justement, là, j'ai eu de l'aide beaucoup de Kevin Steen au début. Il m'a aidé incroyablement. La NSPW a eu une bonne réputation quand même tôt à cause de Kevin, qui parlait en bien de nous autres. Puis là, après ça, Michael Bisson m'a aidé, Jean-Sébastien Trudel, Sébastien Junot, Martin Girard. Puis là, toute l'équipe qu'on a là a suivi depuis le début, depuis 12 ans. Là, fait qu'au début, tu as commencé à faire des choses. 2011, je pense, la NSPW, c'est ça? 2008. 2008, la NSPW. Fait que vous étiez pas la même location que vous êtes présent ou avant le COVID, c'est ça? Vous avez commencé c'est Rivière-Rouge, je pense que c'était? Non, c'est à Pont-Rouge, qui est dans Port-Neuf aussi. C'était littéralement la seule salle qu'on avait les moyens de se payer. C'était vraiment pas cher. Fait que on a commencé là-bas, puis on avait du 40 personnes. Quand Kevin est venu lutter avec El Generico une fois, on a monté à 100 personnes. Oh wow! Puis là, c'était notre troisième gala, ça, puis je l'avais appelé Final Chapter parce que je disais, non, ça ne sert à rien de faire ça, là, 40 personnes. Là, on a eu 100 personnes cette journée-là, puis là, Kevin m'a dit, tu devrais continuer, tu as quelque chose de pas pire, là. Fait que là, on a pris la décision de continuer. On a monté le roster un peu plus parce que dans ce temps-là, il y avait la R2W à Québec qui était vraiment forte, qui attirait du 150-200 personnes à chaque 2 semaines à Québec. Là, Marco Estrada s'est emmené avec nous autres, Pee-Wee, Judas. À un moment donné, on a décidé que, on va faire un gala test à Québec. On a fait le match que je vais toujours dire 10 ans trop tard, mais Sonny Warcloud contre Kevin Steen. Sonny est vraiment en fin de carrière. C'est triste parce que, même encore, je regarde le match aujourd'hui, puis c'est brutal, c'est vraiment bon, c'est solide, mais 10 ans plus tôt, ça aurait été encore meilleur. Puis là, on a monté à 250 personnes à Québec, notre premier gala, fait qu'on était comme OK. Puis durant l'été, j'ai pris la décision de OK, on s'en va à Québec full-time. Ça a donné que, je pense que c'est la veille de notre premier gala, le promoteur de la RDW, Jonathan Drapeau, il a juste tiré la plug, il voulait passer à d'autres choses. Fait que ça nous a comme donné le territoire de Québec au complet. On a roulé pendant une couple d'années à peut-être 100, 150 personnes au Centre Horizon, où ce qu'on est là présentement. Ouais. Puis, c'est en 2014, en septembre 2014, out of nowhere, 400 personnes dans la salle. On n'a rien fait de spécial de plus que d'habitude, là. Puis là, on est comme, OK, c'est le fun. Puis là, depuis ce temps-là, ça n'a jamais lâché, là. Ça a toujours été plein au bouchon à chaque fois. Même, on a fait un gala en 2017, un jeudi soir, à cause qu'on avait booké Cody. Puis, on l'avait booké pour un samedi, mais finalement, il fallait qu'il soit au Japon le dimanche, qui est logiquement impossible à faire. Je me rappelle de ce show-là. Ouais. Puis là, on a été obligé de le changer le jeudi parce que c'était la seule date que Cody était disponible. Puis, on a foulé le Centre Horizon quand même. Le monde à Québec, il tripe vraiment avec nous autres. C'est le fun parce que des fois, on fait des galas, mettons, à Rimouski, puis on
on a du monde qui part de Québec et qui viennent voir le gala à Rimouski. Ça a été la même chose quand on a fait le gala désastreux à Montréal. ça a été moyen là-bas. Mais on avait beaucoup de monde de Québec qui était monté. Là. Ouais, c'est le fun quand tu as des fans qui sont dédiés. C'est des fans de la NSPW, puis ils vont te suivre partout, même quand tu vas là-bas à Rimouski. C'est nice, pas mal d'être capable. Parce que, moi, si j'ai remarqué quelque chose, c'est que la NSPW, c'est probablement la seule promotion au Québec où ils font pas juste des lutteurs, mais ils font des. J'aime pas ça ce mot-ci de superstar, mais c'est des stars. Je connais comme des gars comme Marco Estrada, des gars comme, j'oublie, mais comme je les vois pas juste dans le monde de la lutte. Je vais voir Marco Estrada, il va faire une entrevue à la télé ou à TV. Je sais pas si c'était TVA, mais en tout cas, j'en vois un peu partout. Puis, Ouais. il est connu quand même plus. Genre, j'ai attendu le nom Marco Estrada, je ne sais pas certain ce qu'il fait, mais il n'est pas vraiment à cause de la lutte, mais à cause que, c'est à cause de la lutte, mais reconnu par du monde, pas vraiment des fans de lutte. C'est quand même assez intéressant comme promoteur, par exemple, parce que tu as accès à des gars qui sont capables de, premièrement, remplir une foule, remplir une salle à tous les fois que tu fais un show. Puis ils sont toujours là pour toi. Fait que c'est ça, on les traite bien, puis eux autres, ils sont loyaux à nous autres. Fait que, je peux pas dire, mettons, exemple, toi, moi, Yvan, c'est nous autres qui attirent. Non, on peut pas dire ça. C'est un travail d'équipe, c'est tout le monde. Mais, c'est sûr que quand il y a Marco Estrada sur la carte, je peux dire la même chose pour, mettons, Frankie the Mobster. Mais quand le monde les voit, ils sont comme oh, OK, ils sont en shape, ils sont athlétiques, ils sont bons. Puis après ça, tu arrives avec des gars comme Matt Angel, Travis Toxic, Kevin Blanchard qui font des acrobaties. Là, après ça, tu débarques avec Matt Falco qui mesure 6 pieds 5 puis qui est aussi agile que Matt Angel. Benjamin Toll qui va arriver dans son party de famille, il va prendre le micro puis il va réussir à se faire rire pour tout le monde. C'est un travail d'équipe. Puis Michael Bisson, il est incroyable là-dessus parce qu'il est capable d'aller chercher chaque petite parcelle de chaque personne qui va faire qu'on va focusser sur cette partie de la personne-là pour ajouter au show, pour que ça fasse un gros ensemble qui explose rendu le temps du show. Puis quand on a fait notre premier gala au Diamant, Robert Lepage était impressionné parce qu'il disait il n'y a pas eu de moment mauvais, il n'y a pas eu de moment mort. Il y avait toujours quelque chose, puis c'était différent. Fait que c'est ça qui est le fun avec la NSPW, c'est que il était un bout, quand j'ai commencé à lutter, moi, à la CCW, qui a viré à la EWR. Je ne sais pas si tu suivais la lutte un peu dans ce temps-là. C'était les débuts de Ring of Honor. Donc, c'était la seule chose que tu voyais, c'était des kicks, des punches, des forearms d'en face, des moves sur la tête. C'était ça pendant 8 matchs complets sur la carte. Fait que là, tu sais, le monde, il embarquait parce que c'était la mode. Mais à un moment donné, la mode, puis même les lutteurs, moi, je continue à dire que d'avoir lutté dans ces années-là, j'ai peut-être raccourci. J'aime pas utiliser le mot carrière parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. Mais, tu sais, mettons, mon cheminement dans la lutte, je l'ai raccourci d'au moins 2-3 ans à force de me faire garrocher sur le cou puis de me faire frapper dans la face. Fait que, qu'est-ce qui arrive à la NSPW, c'est que c'est un ensemble de plein de styles différents qui fait que tout le monde pousse dans la même direction. Fait que, comme tu dis, ça crée des superstars parce que le monde à Québec s'associe au monde. Il y en a beaucoup que, mettons, du monde à mon travail. Ah ouais, tu fais de la lutte. Tu connais-tu Marco Estrada, justement? Ben, oui, je le connais. Fait que, de le voir à Radio-Canada, à TVA, je me rappelle pas c'est quoi l'émission LOL, je pense. Il y a une émission qui s'appelle LOL. Ouais, LOL. Ouais. Et il a joué là-dedans. Cet été, on a fait une partie de balle pour ramasser de l'argent pour l'Alzheimer. Marco Estrada, il a parlé à sa gang chez Planète Nutrition. Ben, ils ont fait OK, on te suit, on embarque à 100%. Ils nous ont même fourni un joueur, Renaud Lefort, qui joue pour les 4 Chevaliers Easton. Fait que là, c'était le fun, c'était un happening. Puis on avait 250 personnes, 250 billets disponibles, puis on avait 250 personnes. Là,
c'est hot. Pourquoi? Parce que il y a du monde qui sont venus juste parce que Marco Estrada faisait l'animation pendant la game. Ils se sont dit, hey, Marco Estrada, 2 heures de temps avec un micro dans les mains, ça va être bon. Il y a du monde qui sont venus, puis ils ont passé une belle soirée. Là. C'est incroyable. C'est incroyable de voir des gars comme ça, puis d'être capable de non seulement les soirées, les samedis soirs de faire de la lutte, mais aussi d'être capable de faire des événements comme le match de balle, puis d'avoir du 250 personnes, 250 billets vendus comme ça, juste parce que Estrada était là avec un micro dans les mains, puis il y avait du fun. Des fois, je me dis, moi, je viens d'un univers avant la lutte, je faisais des arts martiaux, puis c'est quand même un univers sérieux. Tu te fais frapper sa gueule pour. Pas qu'on ne se ferait pas frapper sa gueule pour de vrai dans la lutte, mais c'est un peu plus dangereux. Oui. Quand j'ai commencé, moi, j'étais un gros fan de lutte quand j'étais jeune, mais je me rappelle on a presque la même âge, un an de différence, fait que j'assume qu'on a grandi avec les mêmes gars à la télé, les Hulk Hogan au début avec Macho Man, puis Ultimate Warrior, puis là ensuite c'était Bret Hart, Shawn Michaels, Steve Austin, The Rock. Moi, vers les années 2002-2003, quand j'ai commencé dans les arts martiaux, j'ai complètement découpé de la lutte. Parce que j'étais tellement investi dans les arts martiaux que pendant 10 années, j'écoutais juste les arts martiaux, j'écoutais plus la lutte, je ne suivais plus les storylines, j'écoutais rien. Mais avant ça, je me rappelle que quand c'était quand j'avais 16-17 ans, puis c'était la WCW contre la WWF dans le temps, Monday Night Wars, je gardais les gars à la télé, puis je voyais pas. Je me disais, quand j'avais 7 ans puis je commençais à regarder la lutte, je me dis un jour, je vais être lutteur, j'aimerais ça, ça serait incroyable. Je jouais à la lutte dans ma chambre avec des toutous, puis je défonçais mon lit, puis mes grands-parents ils me criaient après, arrête de briser ton lit. Et puis je disais, hey, un jour, je vais être lutteur professionnel. Mais je me rappelle dans les années 96, 97, quand c'était à la télé, quand je regardais à la télé, je ne voyais pas des lutteurs. Je voyais des superstars, des acteurs du monde que c'est incroyable. Ah oui, ça a beaucoup changé. Là. Puis là, à ce temps, moi, la lutte indépendante, là, je connaissais pas ça avant que, comme 3 ou 4 mois avant que je cogne à la porte de Torture Chamber, puis je dis, hey, j'aimerais ça voir j'aimerais ça juste être dans un ring de lutte. Fait que quand j'ai découvert qu'il y avait de la lutte à Montréal, puis que je pouvais aller voir des shows, j'ai emmené mon garçon, puis j'ai dit, attends une minute, là. C'est pas juste que je vois à la télé, là, WWE. Là. Il y a plein de monde qui s'investit. Pas juste, il y avait des gars de sécurité, il y avait plein de lutteurs. Je me disais, aïe, il y a beaucoup de monde qui fait ça plus que je pensais. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis dit, OK, j'ai comme fini ma carrière de fighter, puis ça me gratte, il faut que je fasse de quoi d'autre. Ah, ben peut-être je pourrais retourner sur ma passion de petit gars quand j'avais de la lutte. Là, une chose est amenée à l'autre. J'ai landé sur Torture Chamber, j'ai commencé mes cours, puis tout d'un coup, j'étais investi. Je me disais, OK, je vais voir où ça m'amène, je vais m'entraîner, puis il y a quelqu'un qui me dit que j'ai du potentiel, fait que je vais l'écouter, puis je vais me donner un an, puis je vais voir si que je peux lutter. 8 mois plus tard, je luttais, puis j'ai fait 4 ans sans arrêt. On dirait que je venais d'une direction comme j'étais intense au début parce que je venais d'un monde qui, c'était pas mal intense. Fait qu'au début, la lutte, pour moi, quand je voyais le monde qui était relax en arrière, puis ça riait, puis je n'étais pas habitué à ça parce que moi, quand j'arrivais pour un combat, là, tu ne parlais pas à personne à part que tu es coach, puis tu es stressé, puis tu essaies de contrôler tes nerfs. Fait que moi, au début, là, mes premiers shows de lutte, là, je me revoyais là, comme un combat, là, puis je me disais, tabarnak, je suis stressé, on dirait, puis là, parce que j'essayais de me winder up plus que je pouvais, mais là, après un bout, j'ai réalisé, j'ai pas besoin de faire ça, le monde est chill ici, le monde joke, fuck, je suis retard, puis j'ai lutté, le monde, moi, j'étais comme, je m'étirais, je voulais pas parler à personne, mais le plus que je l'ai fait, là, j'étais venu plus relax, puis là, vers la fin, là, j'étais comme, j'arrive à un show, je commence à niaiser avec les boys, puis j'étais comme, c'est bien comme ça. Toi, tu as commencé, je pense que moi et Yvan, on était sur le même show que toi quand tu as commencé. C'était-tu le show à Bougli? Oui, c'était le 13 mars 2016, je pense, ou le mois de mars 2016, c'était le show dans la petite école. Là, où, c'est ça. Puis, tu sais, no offense. Moi, je te regardais backstage, puis je me rappelle, j'avais dit à Yvan, je disais, Chris, il est dans sa bulle, lui. J'étais comme, il a l'air crinqué, ça n'a pas de sens. Hey, man, moi, j'avais lutté, moi puis Drew, on avait lutté un petit match comme au dojo,
au mois de décembre. Puis il dit, OK, je veux que tu sois, que moi, je vais être ton premier match. J'étais comme, all right, pas de trouble. Fait que, tu sais, je me rappelle cette soirée-là, j'étais, tu sais, c'est sûr, j'étais stressé. J'avais 23 ou 24 personnes. J'avais vendu 25 billets. Ma mère était là, mes enfants étaient là, ma femme. Tu sais, je voulais faire un bon show. Je me mets beaucoup de pression sur les épaules à chaque fois que je rentre dans le ring. Puis ça ne changera jamais. Mais j'étais confiant parce que je me disais, la lutte, le match ne m'inquiétait pas. Je me disais, je suis là-dedans avec Drew, j'ai juste besoin d'écouter ce qu'il me dit, puis ça va bien aller. Puis ça s'est bien été. Fait que d'une façon, j'ai été chanceux de cette façon-là parce que j'avais quelqu'un dans le ring que je faisais confiance à 100%, puis je suis satisfait. Mais ouais, au début, là, j'étais intense, puis j'étais inquiet. Mais j'ai comme réalisé que le monde m'approchait moins, fait que j'ai dit, il faut que je commence à relaxer. Ouais. Ils vont penser que je vais tous leur arracher à la tête. Ben ça, moi, j'ai dit, c'est sûr, Drew se fait tuer. Mais quand même, là, je pensais à ça l'autre jour, puis je me disais, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'était comme ça pour toi, mais je suis sûr que beaucoup des lutteurs, surtout indépendants, tu sais, des gars que tu vois dans le backroom ici à Montréal, à Québec, c'est des gars qui étaient j'ai ça étudier ce mot-là, des gros fans de lutte. Ils ont mais tu sais, le monde qui rit des marques, on a tous été marques, là. Ouais. Si tu as aimé la lutte au point de devenir un lutteur, puis tu sais, surtout comme tu dis, là, d'aller lutter pour 20$, 25$, mais les plus grands marques, c'est les lutteurs, tu sais, veux pas, là. Fait que, tu sais, je trouve ça plate. T'sais. Oui, il y en a des fans là, qui étaient comme ouf, slack un peu. Là. Il y en a une couple. Mais on est tous, peut-être pas au même niveau, mais on est tous des marques en dedans de nous autres pareils. Là, moi, honnêtement, je fais de la lutte à cause que j'ai vu Dusty Rhodes, Honky Tonk Man. Puis, c'est à cause que j'étais marque d'eux autres que j'ai commencé à lutter. Puis, tu sais, quand des fois, comme j'ai un élève qui me dit, tu sais, moi, mon lutteur préféré, c'était toi, là. Puis moi, je suis comme, à ta gueule, là, tu sais, ça se peut pas, là, tu sais. Bon, moi, j'ai commencé à lutter à cause de Dusty Rhodes puis Honky Tonk Man, puis toi, tu es en train de me dire que tu as commencé à lutter à cause de moi, tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Ça fait pas de sens dans ta tête. Ça fait zéro sens, là. Tu sais, des fois, j'avais des matchs, là, puis tu sais, moi, j'essaie de... Je me mets beaucoup, puis je suis jamais satisfait. Je vais regarder mes matchs, puis même si le monde me dit « Hey, c'était un bon match », je vais dire « Non, non, mais non plus. C'est dur à aimer. Je pense que tous les lutteurs, il y a beaucoup de lutteurs qui sont comme ça. Mais des fois, genre, tu sais, je faisais un show un samedi soir, puis là, j'arrivais à la maison, je me levais le dimanche, puis j'avais un message d'un gars qui était dans la foule, il disait « Hey, j'aime vraiment aimé ton match, c'est super cool, j'aime vraiment ton... » Tu sais, blablabla. Puis je me dis « Tabarnak, man, comme vraiment? » Tu sais, ils appellent ça comme un imposter syndrome des fois. Tu sais, tu as raison, je me mets des petites bobettes puis je m'en vais lutter. Puis des fois, tu ne réalises pas que le monde, là, ils s'investissent dans ce que tu essaies de vendre. Puis que, quand tu te réalises là, que, un petit peu, là, ça marche un petit peu ma gimmick, là, qu'il y a du monde qui commence à crier mon nom, puis il y a du monde qui commence à applaudir. Puis il ne faut pas que tu te mettes dans la tête que ça va arriver tout de suite, mais il faut vraiment que tu bûches, puis tu bûches. Toi, tu as commencé. Excuse, continue. Tu sais, même, ça fait 20 ans que je lutte, puis, tu sais, au mois de septembre, il y a 33 personnes de ma job qui sont venues me voir lutter à Saint-Apollinaire. Je suis comme, tu sais, c'est du monde que je travaille avec eux autres, puis qui ont décidé de prendre leur vendredi soir pour venir me voir. Tu sais, c'est juste incroyable, là, tu sais. Puis aussi, pas seulement de prendre leur temps, mais de dépenser de l'argent, d'acheter un ticket, puis de venir, puis de dire « Hey, moi, je vais m'investir dans ce qu'ils me vendent. » Des fois, j'oublie, pas j'oublie, mais je n'y pense pas. Je pense juste, je suis tellement stressé le vendredi soir puis le samedi parce que je pense à mon match. Dépendamment de qui je lutte, samedi soir, je vais lutter ce gars-là. Ça fait des années que je le regarde, je vais finalement lutter contre lui. Je pense pas, tu sais. J'essaie toujours de penser, il y a du monde qui sont dans la foule, là, ils ont payé 20, 15$, 20$ pour un ticket, là, puis si ils ne sont pas contents, là, ils ne vont jamais retourner. Puis moi, ça ne m'aide pas comme lutteur, puis ça n'aide pas la promotion qui me donne une chance de dire « Hey, je t'ai appelé, je suis intéressé, tu peux venir lutter pour moi. » La promotion qui te donne une opportunité, il faut que tu réalises que c'est une opportunité puis que tu fasses le plus possible pour aider non seulement ton personnage ou ta brand, mais aussi la promotion qui t'a donné l'opportunité de rentrer dans le ring et de montrer qui c'était.
Ça, c'est comme un travail d'équipe. Tu as le promoteur qui fait confiance au lutteur, puis le lutteur, il faut faire confiance à l'autre lutteur. Faut qu'il fasse c'est une grosse, comme je disais tantôt, c'est une grosse boule qu'il faut qu'il aille dans la même direction. Puis, c'est beaucoup de choses à penser quand tu luttes. Ce que je voulais demander, c'est, toi à tes débuts, tu habitais, tu viens de la région de Québec, fait Ouais. quand tu t'es. Est-ce que c'est un jour tu as réalisé, il y a une école de lutte en quelque part, puis je peux être plus qu'un fan, si je veux vraiment faire ça, je peux m'investir, ou c'est juste quelque chose que tu as été comme. Tu sais, c'était une adonnance que tu as commencé à lutter. Comment ça a fonctionné pour toi? J'avais mon voisin, Damien Steele, il lutte plus. Il m'avait dit j'ai commencé les cours de lutte à Québec, puis je suis dans un Rumble vendredi, veux-tu venir me voir? Fait que, moi, j'étais comme, de la lutte au Québec, ça doit être cheap en tabarouette. Là. Mais je voyais, puis t'encourager. Puis là, j'étais comme, c'est bon. Il y avait Jake Matthews, Britt Crawford, Sonny Warcloud, Kevin Martel. Mais c'est pas pire. Puis à la fin du gala, j'avais demandé à Kevin Martel, j'ai encore l'école de lutte, tout ça. Fait que là, je m'étais inscrit. Mais quand j'ai commencé à lutter à CCW, c'était spécial. Là. Parce que le locker room il était divisé en plein. Il y avait des pièces. Dans une pièce, tu avais justement les vétérans Steve Rush, Sonny Warcloud, Kevin Martel, Jake Matthews, Britt Crawford. Après ça, tu avais la gang de la Rive-Sud qui était comme... eux autres, c'est bizarre, ça. Eux autres, ils ont commencé à s'appeler l'élite à un moment donné. C'est comme revenu à bas. Tu sais, tu avais Mr. Extreme, DJ Sick, Al Storm, Crazy Crusher, Nightmare Manson, Senior Kid, ils étaient tous assis dans le même coin. Puis, tu avais nous autres qui étaient assis dans le corridor. Ils n'étaient même pas dans le locker room avec eux autres parce qu'on se disait, on n'a pas notre place là. On était intimidés. Là, on sortait. Je pesais 130 livres quand j'ai commencé à lutter. Là. J'ai grossi, mais j'ai pas grandi depuis ce temps-là. Là. Fait que tu peux t'imaginer quand j'avais de l'air. Là. Fait que, c'était intimidant. Puis, à cette heure, c'est ça que j'aime. La lutte a beaucoup changé. Tu as moins de clics dans les backstage. Là. Tout le monde se tient ensemble. Puis, fait que c'est ça. J'étais allé voir le gars-là. Je m'étais inscrit à l'école de lutte. Puis, même, c'était pas comme je pensais. C'était plus tough que je pensais, honnêtement. Parce que, je faisais de la lutte dehors, dans la neige avec mes amis. Ouais. Mais, c'était plus tough. Mais à un moment donné, il y avait comme une autre fédération à Québec plus petite. Puis Kevin Martel, il m'avait dit toi, tu n'as aucune chance de lutter. La seule manière que tu vas toucher un ring, c'est si tu montes le ring puis tu le démontes à la fin du gala. Fait que là, j'étais comme, OK, ça fesse. Là, tu prends mon argent depuis 6 mois puis tu me dis ça, c'est plate. Là, fait que là, il y avait une autre fédération à Québec. J'avais été voir. C'est là que j'ai rencontré Clasher, Jason Reaper, Sébastien Robin. Puis j'étais allé, eux autres, c'était comme un petit local qui était ouvert tous les soirs, tout le monde pouvait y aller. Fait que j'étais allé, puis je m'étais chamoyé dans le ring avec Clasher, puis il avait dit crème, il est pas pire. On devrait lui donner une chance samedi, mettons. Là. Fait que j'avais lutté samedi, puis finalement, ça avait fonctionné. J'avais lutté. Puis à un moment donné, Nightmare Manson, qui était le scripteur de la CCW, était revenu me chercher là-bas. Puis là, depuis ce temps-là, ça a parti. Là. La première fois que je t'ai vu lutter, c'était au show, là, pour mon premier show, c'était ce show-là. Tu étais dans un tag team. Je te connaissais comme un gars de tag team. Tu faisais partie de Kicking and Stomping avec Yvan. Ouais. Puis j'étais comme, aïe, ces gars-là, check ça. Ils arrivaient là avec les overalls. Puis là, c'était intense. Je vous aimais tout de suite. Là, après ça, le deuxième show de lutte, vous étiez là aussi. Je pense que c'était le Super 8. Non, pas le Super 8. J'oublie. C'était quoi? Le Ultimate 8. Le Ultimate 8. J'avais un match comme un 6-way match. Là, j'oublie c'était quoi. Puis vous autres, vous étiez là. Vous étiez champion canadien NWA, je pense. Puis j'étais comme, ces gars-là sont intenses. Je les aime. Puis je me rappelle, vous étiez... Tu sais, au début, moi, j'étais assez nouveau dans le monde de la lutte. Je voyais tout le monde se mettre dans les... Puis écouter les autres matchs. Mais moi, j'étais assez stressé avant mon match que j'écoutais. Tu sais, j'essayais juste de me rappeler de mon match. OK, close line, dot line, blablabla. J'essayais de me mettre dans ma tête. Puis là, après mon match, j'avais assez d'adrénaline que je m'assisais puis j'essayais juste de réaliser comme « Hey, esti, je viens de lutter. » Parce que moi, c'était comme un rêve pour moi d'être capable de faire ça.
Puis la plupart du temps, j'avais mon garçon qui était dans la foule, dans la première rangée. Pour moi, c'était, tu sais, j'allais faire ça, je faisais ça, mon garçon me réveillait, puis il y a même le match, mais j'étais comme aïe aïe. Bien, je me rappelle, le premier show, je n'ai pas regardé votre match, mais le deuxième show, je vais oublier. Je pense que c'était contre. J'ai oublié contre qui c'était, man. Mais je me rappelle de vous. J'étais comme, man, ces gars-là, là, c'est incroyable. Puis pas longtemps après, moi, j'ai commencé à faire des tag teams, puis vous étiez une des équipes, là, j'étais comme, man, ces gars-là, c'est un des tops au Québec. Puis c'était toujours, tu sais, j'avais tout le temps ça derrière la tête. Un jour, mais c'était des. Je vous regardais aller, puis je me disais, OK, regarde, il faut essayer pas de doubler ce que vous faisiez, mais au moins, j'étais inspiré par ce que vous faisiez dans le ring. La tag team wrestling, c'est-tu comme une préférence pour toi ou est-ce que tu aimes plus le single? Honnêtement, j'aime mieux en équipe. Ah ouais? Parce que, ouais, mais moi, je vais toujours dire que le tag team, c'est un art. Tu sais, tu as tellement de façons infinies de planifier un match en équipe. Parce qu'en simple aussi, tu en as, mais tu es limité sur certains points en simple. Tandis qu'en équipe, ben, ça arrive souvent que Yvan et moi, on check sur la carte puis on demande au monde qui ont des matchs par équipe comment vous le planifiez votre match. Là, ils nous le disent. Ben, OK, nous autres, on s'en va carrément à l'opposé de ça. C'est arrivé, c'est là, peut-être un an. Je ne sais pas si c'était là le show à Shawinigan avec Rhino. Yvan et moi, on luttait contre Rhino puis Nino Mancuso. Il y avait 5 tag matchs sur la carte. C'était Shawimania, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous autres, on était le dernier tag match. Fait que là, le monde, ils ont déjà vu 4 tag matchs. Fait que là, on a été voir tout le monde. Puis on a proposé à Rhino, on fait quelque chose de différent que, honnêtement, je ne vois pas souvent. On fait 4 hits. Tout le monde va prendre une hit. Puis, tu sais, fait que là, on a fait, OK. Il y a des fois, Yvan et moi, on arrive, puis on propose à l'autre équipe, on va faire le hot tag, mais à 2. Tu sais, ça va tout le temps être un qui arrive, l'autre qui arrive, Yvan, moi, Yvan. Fait que, tu sais, on essaie toujours de trouver des affaires différentes parce que, tu sais, comme je dis, le match par équipe, c'est un art parce que tu as 5 personnes à t'occuper, 6 nous autres parce qu'on a Claude avec nous autres. Oui, c'est vrai, vous avez un manager en plus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout. Il faut que tout le monde soit à la bonne place au bon moment parce que sinon, surtout en équipe, ça devient un clusterfuck rapidement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Moi, j'avais jamais réalisé. J'ai fait 2 matchs en single pour commencer ma carrière, puis ensuite, j'étais dans un tag team avec Mustapha. Puis au début, je réalisais pas que c'était différent parce que là, après un bout, je réalisais comment que c'était intéressant le tag team. Comme tu dis, il y avait tellement d'options. C'est jamais la même chose. Puis j'essayais toujours, moi puis Mustapha, on essayait toujours, OK, aujourd'hui, peut-être qu'on peut essayer ça, peut-être qu'on peut essayer ça. Juste quelque chose de différent. On ne voulait pas devenir cette équipe-là que tu nous voyais puis qu'ils vont faire les 3-4 mêmes moves puis ça va toujours être la même histoire. On essayait juste de s'innover à chaque fois. Puis en plus, on était nouveau, on essayait juste d'écouter. La plupart du monde qu'on luttait, au début, c'était des tag teams qui luttaient beaucoup plus longtemps que nous autres. On était les rookies, on était comme, ouais, on va vous écouter. Mais ça m'a pris du temps à réaliser que c'était tellement différent entre le single puis le tag team parce que quand Mustapha s'est blessé puis j'ai commencé à lutter en single, qui était 2 ans dans ma carrière, c'était comme un learning curve parce que je me suis dit, c'est tellement différent. Puis c'est là, j'ai tombé plus en amour avec le tag team une fois que j'ai commencé à lutter en single. Parce que je commençais à réaliser, OK, I get it now. Là, je comprends. Tu sais, des fois, avoir quelqu'un comme Drew t'expliquer, tu comprends d'une certaine façon, mais on dirait des fois, ça prend juste la répétition, puis d'autres expériences pour réaliser, là, je comprends ce qu'il voulait dire par ça, puis là, je catch comment ça peut marcher comme ça. C'est extrêmement intéressant, le tag team, puis c'est pas pour tout le monde, mais moi, là, j'aime ça parce que je trouve que tu as plus une opportunité, comme tu dis, d'être différent, puis tu as tellement de différentes façons de compter ton histoire dans le ring. Là. C'est ça, parce que tout le monde est important à 100% du match en tag team. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais en tag team, tu tags, tu vas t'accoter sur le coin. Mais non, mais tu sais, si tu es face, puis tu es à côté sur le coin, puis il ne se passe rien pendant que ton chum mange une volée,
le monde, ils ne croiront pas à toi, mais que tu arrives. Là. C'est ça, fait que, exactement. Il faut que tu sois toujours actif. Puis, quand tu es heal, tu es l'autre bord, mais il faut aussi que tu sois actif. Il y a le positionnement aussi, parce que si les deux gars tag team sont dans le même coin du même bord, mais pas dans le même coin, mettons, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mettons, Oui, comme s'il y en a un qui est là, puis là, mais là, tu bloques les 4 cordes. Tu ne peux pas travailler dans aucune corde. Fait que là, OK, lui, il est là, ça va me placer à ce bord-là. Fait que ça va laisser un corridor de 2 cordes libres. C'est plein de choses que, après ça, les tags, faut que tout le monde le voit dans la foule que tu tags. Il ne faut pas que quelqu'un fasse là, pourquoi il y va. Il y a un tag haut. Fait que, c'est plein de petites affaires de même que le monde pense que c'est facile, tag team, tu te reposes quand tu es sur le bord du ring. Mais non, il faut tout le temps que tu sois en action, il faut tout le temps que tu penses, il faut que tu ailles chercher ta foule, il faut que tu encourages ton partner. Puis, même des fois, ça arrive qu'il y en a qui ont des blancs. Fait que, quand tu es dans le coin, tu peux coller à la shot un peu. Fait que, c'est beaucoup de choses qui fait que c'est pour ça, moi aussi, je suis tombé en amour avec Tag Team. Puis même, là, 2 ans, Yvan puis moi, on s'est séparés. Puis j'ai fait un an single. Puis j'étais rendu au point que je me disais, OK, c'est ma dernière année. Quand on a fait Golden Opportunity l'année passée au mois de mai, quand on l'a fait au centre des congrès, justement, je luttais contre Yvan. Puis jusqu'à une semaine avant le combat, c'était mon dernier match, j'arrêtais. Puis même la storyline était faite qu'à toutes les fois que je luttais, ma carrière était en jeu, je finissais toujours par gagner, mais au gros show, Yvan me battait. Puis c'était réglé dans ma tête. Puis Yvan m'a dit à un moment donné, ça ne me tente pas que tu arrêtes. Je kickerai pas haute à un moment donné. Là, je suis comme, ouais. Puis là, finalement, là, le diamant s'en venait, puis tout. Fait que j'ai comme fait, OK, on va retourner en équipe un peu. Là. Comment ça a venu à être une réalité, le diamant, pour la NSPW? C'est-tu quelque chose que tu avais comme projet dans la tête, j'aimerais ça un jour lutter au diamant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé random? C'est complètement random. Le diamant, c'est une nouvelle bâtisse qui a ouvert l'an passé. Ça a ouvert en 2019. Je regarde le poster en avant. Puis Marco Estrada, qui en grande partie la raison pourquoi on est au diamant, il s'entraînait dans un gym, puis Robert Lepage s'entraînait là aussi. Fait qu'ils sont devenus amis. Puis à un moment donné, Marco il a dit « Hey Robert, là, samedi, je lutte, viens donc voir ça. » Puis il est venu au Centre Horizon. Puis je vais me rappeler, Mathieu Lavigne puis Jean-François Kelly. Il était là, puis ils viennent me voir. Hey, Robert Lepage, il est ici, puis il trippe au bout. Puis là, je suis comme, ah ouais, mais moi, je connaissais le nom, mais j'avais aucune idée du visage de Robert Lepage. OK. Fait que moi, j'étais blessé dans ce temps-là. Fait que là, il me dit, tu sais, il est assis dans le coin là-bas. Fait que là, j'étais allé sur le stage au Centre Horizon, puis là, je checkais. Puis là, je voyais un vieux monsieur qui est de même, là, puis qui bougeait pas. J'ai comme, ouais. Robert Lepage, je ne trouve pas tant que ça. Moi, dans ma tête, c'était lui. Là, Robert Lepage, dans ma tête, c'est un vieux monsieur. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, après le show, Jean-François Kelly, il dit, hey, viens, je vais te présenter Robert Lepage. Il a trippé au bout, il a pris des photos, des vidéos. Je suis comme, mais de quoi tu parles? Il me le présente. Je suis comme, oh, OK. Moi, je ne regardais pas la bonne personne pantoute. Là. Fait que, tu sais, ça a resté de même. Puis, tu sais, c'était tranquille là même. Puis peut-être 2 semaines après, c'était la conférence de presse pour dire qu'au printemps, commençaient les travaux pour le diamant. Puis première chose que Robert Lepage dit, dans mon diamant, il va y avoir de la lutte. Fait que là, tout le monde était comme, de niaiser, c'est pas drôle. Là. Nous autres, on construit un diamant, là, une salle de spectacle pour du théâtre, puis des acrobates, des affaires de même. Il dit non, il dit, moi, je veux de la lutte. Puis là, moi, j'étais comme, il n'est pas sérieux. Il dit ça, il veut attirer l'attention. Le lendemain, dans les journaux à la radio à Québec, ça parlait juste que Robert Lepage veut de la lutte. Wow! Là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, moi, j'ai toujours voulu une girafe, je l'ai toujours dit à mes parents, puis ils m'ont jamais acheté une girafe, c'est jamais arrivé, là. Fait que tu sais, c'est comme, ça n'arrivera pas. Puis à un moment donné, j'ai reçu un téléphone de Bernard Gilbert, qui est le bras droit de Robert Lepage. Puis il me dit, Steve, mercredi, seras-tu disponible pour venir nous rencontrer à telle place? Je suis comme, ouais. Là, j'y vais. Hein. Puis là, il me dit, ouais, ben là, on voudrait faire un gala de lutte au diamant. On va commencer par en faire 3, puis éventuellement, on va faire ça chaque mois. Je suis comme, hein?
Là, je comprenais pas. Là. Je comprenais pas en tout, qu'est-ce qui se passait. Là. Puis finalement, de fil en aiguille, c'est arrivé. Puis la conférence de presse pour annoncer la programmation du Diamant, la première saison, parce que les autres marchent, mettons, l'automne, l'hiver, le printemps-été. OK. Là, Bernard Gilbert, il me dit mon assistante Elisabeth va t'appeler pour le stunt avec la lutte à la conférence de presse. Je suis comme OK. Fait que là, elle me dit là, vous allez être le gros stunt de la conférence de presse. Ça me prendrait 2 lutteurs. Fait que là, j'ai dit OK. Là, Marco Estrada, c'est un choix évident. Puis Marc Falco aussi. Fait que là, moi, je m'attendais à ils vont être là en gear de lutte. Ben non, elle dit là, ils vont présenter tous les spectacles. Ils ne mentionneront pas la lutte. Puis là, Bernard Gilbert va dire à Robert, ben là, on a fini. Bonne saison, tout le monde. Là, vous allez péter la pancarte, vous allez rentrer, vous allez assir Bernard Gilbert, puis là, vous allez parler de la lutte. Là, je suis comme, hein? Puis là, Mathieu puis Marco l'ont fait, puis le lendemain, encore une fois, cette journée-là, moi, j'avais pris juste mon avant-midi de congé à la job pour aller là. Mais là, il faut que j'appelle mon boss. Là, je ne peux pas rentrer après-midi. J'avais TVA, Radio-Canada qui faisait des entrevues avec nous autres. Ça n'arrêtait pas. Le lendemain, on était sur la première page du journal. Puis le journaliste a écrit « De la lutte à l'opéra » pour le Diamant. Puis c'est devenu le slogan du Diamant. Le Diamant, maintenant, tous les employés qui sont là, ils ont un chandail pour identifier qu'ils travaillent au Diamant. Puis dans le dos, c'est écrit « De la lutte à l'opéra ». C'est incroyable. Moi, je pensais que, même quand je les ai rencontrés les premières fois, ben, j'écoutais parce que j'étais comme, les autres, ils parlent, ils ont l'air à savoir ce qu'ils s'en vont. Puis, même à un moment donné, j'ai dit, moi, je me sens inutile. Là. Au pire, je vais juste vous laisser aller. Vous me direz quand arriver avec le ring. Puis, non, on veut t'impliquer. Mais je pensais pas que ça allait être gros de même. Là. Puis même, quand il y a eu la soirée d'inauguration du Diamant, ben, j'ai reçu une invitation. Puis là, j'étais avec Marco là-bas. Puis Bernard Gilbert, il m'a dit quelque chose, puis ça, je vais toujours m'en rappeler. Il dit « Bienvenue chez vous. Ça va être ta maison bientôt ici. » Wow. J'étais comme « Wow, OK, c'est vraiment incroyable. » Là. Puis le premier coup, on a vendu tous les billets en 5 jours. Puis le deuxième gala qu'on a fait au mois de janvier, ça a pris 30 heures pour vendre tous les billets. Puis même la journée du gala, il en libérait 100 pour... pas 100, il en libérait une poignée là, parce qu'ils sont obligés à cause de la régie des spectacles, à faire le même. Puis il y avait un line-up d'au moins une centaine de personnes dehors qui espéraient avoir des billets. Puis là, justement, quand le responsable de la billetterie est sorti et il a dit « Il nous reste 3 billets! » Le monde était un peu fâché, mais c'est incroyable. Puis là, on était supposé avoir un gala au mois de mai. Ben, même en fin de semaine, demain, on était supposé être au Diamant encore. On avait des demandes, là, le Facebook de la Fédération, le email, c'était que des demandes. Hey, pouvez-vous nous garder des billets? Puis non, on ne garde pas de billets. Les billets vont être en ligne à telle heure. Puis, fait que le monde embarque, c'est incroyable. Puis le Diamant, c'est un cadeau qui est tombé du ciel. Puis c'est incroyable. Là. Jamais j'aurais pensé présenter un gala de lutte dans la plus belle salle de spectacle au Canada. Là. C'est incroyable. Bravo, Steve. C'est vraiment un accomplissement pour ta promotion, puis comme promoteur puis propriétaire de la NSPW. Là, bravo. J'adore attendre des histoires comme ça. C'est inspirant. C'est le fun parce que on entend tellement de mauvaises histoires de la lutte au Québec. Puis c'est triste parce que le monde. Il y a une fédération de Montréal qui avait invité TQS dans le temps, ça fait longtemps. Là. Je pense que c'était la ICW. Ils avaient invité à un gala maximum sans limite avec des néons, des barbelés, des affaires de même. Mais je pense que c'est en 99 qu'on entend encore parler de ça. Genre, le monde sont comme « Ouais, mais là, la lutte au Québec, là, vous vous tirez dans des vitres de char, des affaires de même. » Non, c'est pas ça. Viens voir, puis tu vas voir que c'est différent. Puis, tu sais, je me rappelle, Jeff Rassett à Valleyfield, il avait remonté la fédération là-bas. C'était incroyable. Drew à Montréal aussi.
Manny de la IWS, il fait des affaires incroyables. Carl aussi avec la FLQ. Même en région, Drummondville, il y a beaucoup de monde qui en fait là-bas. Chicoutimi, Jonquière, Sorel. La lutte au Québec n'a jamais été aussi en santé que ça jusqu'au 13 mars cette année. Puis là, on ne sait pas ce qui va se passer parce que, il y a la JCW à Jonquière qui faisait des galas chaque semaine qui ont annoncé qu'ils n'étaient plus capables de fournir pour leur local. Donc, quand ça leur commençait, ils allaient regarder pour peut-être présenter des galas une fois par mois. Mais, il y a beaucoup de fédérations qui vont louer une salle une fois par mois, puis ça ne paraîtra pas qu'il y a une pandémie. Mais comme la IWS, Drew aussi, un loyer à payer, nous autres, la AWH Chicoutimi, la NCW, c'est des affaires que plus ça allonge, plus c'est dangereux pour la lutte au Québec. Puis, je pense que c'est le moment présentement que tout le monde devrait se serrer les coudes puis essayer que quand ça reparte sur le bon pied parce que je pense qu'on n'aura pas une deuxième chance, mais qu'on ait le feu vert de présenter des galas devant foule. Ouais. On n'aura pas une deuxième chance de refaire une bonne impression parce que, comme je disais tantôt, le fan de lutte qui allait, mettons, à ICW le vendredi, après ça, il allait à IWS le samedi, puis le dimanche, il allait à Battle War. Ben là, ça fait 8 mois, 9 mois qu'il passe toutes ses fins de semaine chez eux. Sa femme va trouver ça le fun, ses enfants aussi. Fait que là, il va être obligé de choisir une place. Là. Il ne pourra plus, là, c'est pratiquement ça qu'il ne pourra plus faire les 3 places comme avant. Là. Fait que quand ça recommence, on pourra pas partir du mauvais pied. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que le monde fasse attention d'ici ce temps-là parce que la lutte était tellement c'était surréel ce qui se passait avec la lutte au Québec là, au mois de mars. Là. Tout le monde était en santé. Tu avais des grosses foules partout, puis c'était le fun. Mais là, ça va-tu repartir aussi fort que ça? Je ne sais pas. J'espère que oui. Mais je ne sais pas. C'est certain que ça va être différent. Puis comme tu dis, faut vraiment que un coup qu'on va avoir le feu vert, il va vraiment falloir comme travailler ensemble pour faire certain que la lutte retourne en pleine santé le plus vite possible parce que, comme tu disais, comme tu disais, même en région, à Montréal, à Québec, mais même en région, il y avait beaucoup de fédérations qui prenaient ça au sérieux, puis qu'il y avait beaucoup de momentum derrière eux autres. Puis, vous autres, ça en est un parfait exemple. Puis, tu as le vent dans les voiles, tu penses, 2020, ça va être fucking awesome. Ça va être, on va tout. Puis, c'est pas juste pour toi, mais pour l'ensemble de la lutte. Ouais. Ah oui. Et boum! Ça fait 8 mois. Ça fait quoi? C'est 8 mois presque? Là? Quasiment 9 mois. Là, c'est de valeur, mais comme on dit, on n'a pas le choix d'attendre ce qui se passe. On doit se croiser les doigts qu'un jour, on va avoir le go-ahead puis que le monde va être comme... Il y a une partie de moi qui veut croire que le jour que le premier show, le gala de lutte, le premier samedi, que tout le monde qui allait voir des shows de lutte vont être là, puis ça va être... Mais je pense que la réalité est que ça va commencer petit peu par petit peu. Ils vont allouer peut-être une 50aine de personnes au début ou quoi que ce soit. Que ça va être graduel et puis qu'on va être obligé de s'adapter puis que certaines promotions juste pourront pas runner des shows avec 25 ou 50 personnes. C'est sûr. Ça fait que moi, j'essaie de rester positif pour l'ensemble de la lutte au Québec puis au Canada, pour le monde qui est passionné de ça, comme toi puis comme beaucoup de lutteurs ici au Québec. Mais c'est plate d'être assis sur nos culs puis juste d'attendre puis de ne pas être capable de rien faire. T'sais. Non, c'est ça. Tu vois, mettons, comme dans les Maritimes, ils ont recommencé eux autres, mais il y a de la lutte en Nouvelle-Écosse, mais ils ont 1 ou 2 cas par jour. Fait que, c'est comme, ça va bien, eux autres. Nouveau-Brunswick, je pense qu'ils recommencent en fin de semaine ou en fin de semaine prochaine. La IW à Moncton. Fait que, je me dis, éventuellement, ça va venir de notre bord. Il y a l'Ontario qui en a fait un peu. On a été chanceux de pouvoir faire des enregistrements TV à huis clos. Ouais. Mais c'est tellement pas pareil. Là, ça fait mal. Là.
Ah, que ça fait mal. Une chop que personne te regarde, là. Oh! C'est même les bumps, là, t'es comme, ouais, pourquoi on fait ça, là? Mais tu sais, il n'y a pas de réaction, là. C'est comme. il n'y a pas de réaction, là. Tu sais, je me rappelle le premier combat que j'ai fait, c'est contre Dylan Donovan. Puis un des premiers moves qu'il me fait, je suis couché à terre, il me fait un moonsault, le coude sur le nez. Je suis comme, ah, pourquoi je fais ça encore? C'est comme. Ça commence mal, d'abord. Ouais, c'est ça. Mais tu t'habitues, puis tu sais, tu te permets de pratiquer, si on peut dire, sur un autre style qui est plus athlétique. Mais ouais. Quand la foule va revenir, il va falloir qu'on mixe les deux. Puis, c'est l'ajustement. Puis, espérons que quand on va pouvoir faire les galas, mettons, comme tu dis, avec 50 personnes, mais c'est sûr qu'il va y avoir du monde pas content qui ne pourront pas y aller. Fait que, j'espère que ce monde-là, ils ne feront pas juste fuck off la lutte. Ouais. Ils ne feront pas d'autre chose. Après ça, il y a du monde qui va avoir peur aussi de venir avec c'est vrai, des salles, il va y avoir beaucoup de monde. Fait que, moi aussi, je reste positif, mais mettons. Je suis un gars super positif dans la vie, moi. Puis le deuxième confinement, il me rentre dedans. Ouais, moi aussi, c'est exactement la même chose. Là. Je parlais à ma femme hier, puis elle était comme, pourquoi tu es si frustré aujourd'hui? Puis je suis comme, je le sais pas, là, mais on dirait que ça me rentre dedans aujourd'hui. Ouais. Tu sais, j'étais pas dedans, puis j'étais comme, hey, j'aime pas le feeling de juste être frustré pour quelque chose que je fais pas de contrôle. Puis là, ma femme est super bonne à m'a calmer. Elle dit, regarde, fais-toi-en pas. J'étais comme, ah, c'est juste. Elle dit, je comprends. Elle dit, je te connais comme personne, puis je le sais que c'est dur pour toi de ne pas être capable d'aller voir ta famille, tes amis, ou de ne pas être capable d'y aller au gym. Hey, j'ai de l'énergie. Tu sais, je m'entraîne dehors, je fais des push-ups et des squats, mais si j'aime ça y aller au gym. Ben oui, c'est le fun. Ouais, fuck, man. C'est plate de ne pas être capable de. Tu sais, c'est pas juste d'être capable de dépenser de l'énergie, mais c'est capable d'aller. Tu sais, mon gym est à 5 minutes de chez nous. Là. Je vois, puis mais je suis là pendant 1 heure et demie, puis je suis dans ma bulle, puis je suis content. C'est mon. Oui, c'est ça. Mais moi, la thérapie. J'ai un gym en face de ma job. Fait que mon heure de dîner, j'y vais. Mais là, c'est rendu que je mange tout seul à mon bureau parce que, tu sais, je suis un des seuls qui n'est pas en télétravail à ma job. Là, je suis à mon bureau, je mange. Là, j'écoute les points de presse. Ouais. Là, il faut que je retourne travailler. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'était le fun. Tu sais, je finissais à midi, je m'en allais au gym, je m'entraînais 45 minutes, 1 heure. Je revenais, je mangeais. Puis là, tu sais, c'était... Mais là, c'est complètement changé, l'habitude. Ouais. C'est tough. Là. Puis en plus, avec l'automne, les journées qui raccourcissent. Tu sais, je me lève à 6 heures le matin, il fait noir. Ouais. Je reviens de travailler, il fait noir. Fait que tu sais, t'es comme ouf. Moi, la même chose. Je me lève le matin, il est 6h30, je travaille à 7h, puis je travaille à 5 minutes de site. Il fait noir, il commence juste à faire clair, puis je finis de travailler à 3h, puis à 4h30, je suis dehors avec mon garçon, on steal le football, puis je dis, allez, c'est 4h30, puis j'ai de la misère à avoir le ballon. Hein, voyons, non, ce qui se passe. Ouais. Y a-tu une bonne saison de balle cette année, ton gars? Oui. C'était pas pire, Regarde, on a commencé en retard. On a commencé, tu sais, d'habitude, les camps d'entraînement commencent le mois de mai. Tu sais, puis mon garçon était excité cette année. Il s'avait fait inviter l'année passée, il s'avait fait inviter d'essayer les AA. C'était la première année qu'il jouait, qu'il avait du AA dans son âge. Fait que l'année passée, c'était sa première année dans le moustique. Oui, dans le moustique. Fait qu'il s'avait fait inviter au AA, mais finalement, il n'a pas été. Fait qu'il a dit, regarde, je veux juste essayer de faire les A cette année puis de vraiment venir. Parce que l'année passée, c'était la première fois qu'il voyait des lanceurs. Tu sais, avant, c'était le lance-balle. Lance-balle ou le coach qui lance par en dessous. Oui, c'est ça. Nous, on avait un lance-balle. Fait il frappait la balle bien au lance-balle, mais je savais qu'il allait avoir comme un learning curve avec le lancer. Fait que il a pris la première année, il a fait les A. Il a bien joué l'année passée. Mais là, cette année, il était excité. Il a dit, regarde, je m'ai fait inviter à essayer les AA encore. Je suis excité. Cette année, je veux vraiment pousser fort. Fait que moi, mon garçon, là, au mois de janvier, là, on a commencé à y aller à la batting cage à Laval, ici, au coup sûr, OK? Puis c'est pas proche de chez moi, là. C'est une vingtaine de minutes. 2-3 fois par soir, on allait parce que je voulais vraiment qu'il travaille sur son bâton parce que c'était ça qu'il avait eu de la misère avec l'année d'avant. Hey, on travaillait 3-4 fois par semaine. Il était super excité, prêt pour les try-outs. Boum, la pandémie, elle frappe.
Puis au début, on n'était pas certains. Finalement, ils ont commencé un peu en retard, puis il y a eu l'opportunité de quand même faire les try-outs pour le AA, puis il s'est rendu au dernier cut. Il s'est fait couper. Okay. C'était un des derniers gars qui s'est fait couper. Il voulait vraiment faire l'équipe. Mais finalement, il est tombé dans les A par défaut, parce que quand tu te rends loin, même dans le AA, ils vont te mettre dans la lettre en bas du AA. Ouais. C'est moi qui coachais. Je l'ai coaché à toutes les années qu'il joue au baseball. Puis c'était moi qui. Cette année, je m'avais dit, je veux juste m'enjoyer, je veux juste être parent cette année. J'arrive au tryout des A, puis ils sont comme, hey, on n'a pas de coach. Tu peux-tu runner la pratique? Je suis comme, OK. Fait que là, par défaut, ils ont dit, hey, peux-tu être coach? Puis comme, all right. Fait que j'ai coaché mon garçon encore cette année, puis il y a eu une bonne saison. Il lançait beaucoup cette année. Fait qu'il était vraiment lancé. Puis au début de l'année, là, il lançait, là, il n'y a personne qui pouvait le frapper. Là. Hey, c'était il lançait 2 manches, là, puis c'était 6 strikeouts. Puis j'étais comme, ça commence bien, il était excité. Ouais. Au début de la saison, les frappeurs sont un peu rouillés. Fait que le plus que la saison allait, ils sont comme lanceurs, ils étaient moyens vers la fin de la saison. Mais moi, je garde les statistiques de tous les joueurs. Fait que quand j'arrive à la maison, j'ai un spreadsheet, je mets ça dedans, ça calcule l'average, la moyenne, tout. Puis à la fin de la saison, il était le numéro 1 en moyenne de l'équipe. Il était le 2e en RBI, puis il était un des premiers. Il était premier taille pour les runs. Ça veut dire qu'il il y a eu une bonne saison. Une bonne saison. Il frappe pour la moyenne. Je le plaçais au 4e parce que je trouvais qu'il était. Si je le plaçais trop haut dans le line-up, il jouait mal. Fait que je trouvais que si je le plaçais comme 4e frappeur, c'était là qu'il frappait le mieux. Mais si je regarde ses stats, j'aurais dû le placer comme premier ou 2e frappeur. Parce qu'il se rendait sur les buts plus que n'importe quel autre gars sur l'équipe. Puis. Il a eu une bonne saison, il était satisfait, mais il jouait avec un chip là, parce qu'il voulait vraiment faire le AA. Puis le AA, là, il a pleuré, là, ça y a frappé dur. Puis je me rappelle au tryouts des A, là, il est arrivé là, puis ça a vite aperçu là, qu'il était un des meilleurs gars là, pour les A, puis il était comme OK, c'est mon opportunité de vraiment être un leader sur cette équipe-ci. Puis ça fait que ça y a fait du bien. Mais là, l'année prochaine, il va en Pee-Wee. Hey, Pee-Wee, là, c'est comme. Il commence à avoir des balles à effet un peu aussi. Là, Pee-Wee, là, c'est. Il lance des curves. C'est drôle parce qu'il a joué une game avec. Il s'est fait caller up à Pee-Wee cette année pour jouer contre Ville-Saint-Laurent. Ça fait que c'était une équipe dans dehors qui venait jouer ici. Puis il dit, hey, il nous manque un joueur, on est 1-8. Tu penses-tu ton garçon peut jouer? Fait qu'il dit, OK, ouais. Puis, hey, t'arrives là, je te mens pas, là. Il y a des joueurs sur l'équipe de Ville-Saint-Laurent qui a joué contre, là, qui étaient plus grands que moi. 13 ans, là, qui se rasait, moustache, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 livres. J'étais comme, ouais, voyons donc. Mon garçon est 5 pieds 100 livres. Là. Fait que je suis comme, il est petit, ouais. il a frappé la balle. Il était comme 2 pour. Il a frappé 2 en 3, je pense, avec 2 RBI, puis il a catché toute la game. Puis il était comme super content. Fait que là, l'année prochaine, il aimerait ça, mais là, il commence à tomber en amour avec le football. Puis ça fait 2 ans qu'il me demande de jouer au football. Puis je me dis, c'est que ça tombe en même temps que le baseball. Je dis, tu vas devoir choisir. Puis j'ai peur que il essaye le football une année, puis qu'il adore ça, qu'il ne retournera jamais au baseball. Fait quand j'étais petit, il a fallu que je choisisse entre le hockey et le baseball parce que j'étais rendu à un niveau que, à l'âge bantam, qu'ils m'ont dit, là, tu sais, t'es pas pire des deux, là. Fait que, tu sais, il faut que tu choisisses. Puis, j'ai choisi le hockey. Ouais. La première pratique bantam, j'étais arrivé genou à genou avec quelqu'un que j'ai jamais rejoué au hockey de ma vie. J'ai rejoué dans des ligues d'adultes pour le fun, là, mais j'ai jamais rejoué de bantam jusqu'à junior, j'ai jamais joué. Puis, qu'est-ce qui est pas pire, c'est quand que je jouais, mon partenaire de défense, c'était Mathieu Biron. Puis lui, ce gars-là, il était repêché première ronde par les Kings de Los Angeles. Mais quand on jouait les deux à la défense, tout le monde passait de son bord parce que ça allait mieux que de passer de son bord. T'sais. Fait que, tu sais, j'étais comme, pourquoi j'ai choisi le hockey? Mais en même temps, je me disais, crime, je suis pas pire. Mais avec le temps, parce que moi, mon sport préféré, c'est le baseball. Là. Ouais, moi aussi. Même avant la lutte, là,
une couple d'années, je m'étais dit, tu sais, WrestleMania est à New York. Fait que je vais-tu à New York ou bien une game des Red Sox au Fenway Park, puis j'étais au Fenway Park à la place. Ah ouais, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même décision, man. C'est ça, tu sais, à chaque année, je vais voir 2-3 games de baseball. C'est comme l'année passée, j'étais allé aux Red Sox, aux Yankees, la même fin de semaine, j'ai fait les deux. Puis au mois de juin, l'année passée, j'ai lutté au Colorado. Puis j'étais allé voir 2 games des Rockies là-bas. Là. Nice. C'est vraiment nice. Là. À chaque année, j'essaie toujours d'aller voir 2-3 games. T'sais, cette année, je me disais, je vais aller. Cette année, je vais à Wrigley Field. C'était sûr, certain. Je m'étais trouvé une fin de semaine qu'il y avait une game le vendredi à Milwaukee. Le samedi, les Cubs jouaient. Puis le dimanche, les White Sox jouaient. Fait que, je me dis, moi, mon but dans la vie, c'est pas grand-chose, mais c'est de faire toutes les stats du baseball. Ça, je me dis, je vais pouvoir en rayer 3 one-shot, mais là, il y a eu la pandémie. Ouais. Je voulais aller voir du baseball avec mon garçon cette année. J'avais essayé de m'organiser, peut-être aller voir les Yankees ou, je ne sais pas, mais je voulais vraiment aller cette année, mais comme tu dis, la pandémie est arrivée, puis t'inquiète. Mais ouais, moi aussi, le baseball, c'est toujours. J'ai joué au baseball de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans, puis c'était toujours mon sport préféré. C'est même. Je suis pas la saison régulière trop. J'étais un fan des Giants. J'ai tombé en amour avec les Giants quand je suivais Barry Bonds. J'étais un gros fan de Barry Bonds. Puis, je ne les vois pas souvent à la TV parce qu'ils ne jouent pas. Non, c'est ça. Mais je suis pareil. Mais quand ça vient les playoffs, là, je suis un fan de. J'adore tellement le baseball durant les playoffs. Là, je ne sais pas pourquoi une game de playoffs, c'est tellement meilleur. Autant que j'ai été il y a 2-3 ans au Yankee Stadium au mois d'avril. C'était comme arc. Il faisait raide, là. Moi, j'étais comme avec mon gros manteau. Puis, j'avais été à Boston l'été. Autant que c'est le fun l'été, quand il fait chaud, ça sent le gazon, ça sent le hot dog, c'est le fun. Ouais. Autant qu'au printemps, quand il fait frais, c'est plate. Mais tu arrives dans les playoffs, c'est tellement le fun, même si tu gèles. À Québec, on a les capitales. Ouais. Puis, c'est la dernière sortie que j'ai faite avec mon père avant qu'il décède, on avait été au Capitole. Il devait faire à peu près 1 degré. Là. Puis, ils ont gagné le championnat cette fois-là. Mais il faisait tellement fret, mais c'était le fun parce que justement, c'était les playoffs. Mais tu m'amènes au mois d'avril au baseball, puis il fait 1, là, je ne vais pas. Là. C'est pas la même chose du tout là, au début de la saison. C'est ça, le début de la saison pour les playoffs, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement. C'est tellement une ambiance incroyable, là, une game de baseball. Là, moi, j'étais un nerd de statistiques. C'est pour ça que j'adore le baseball. J'aime ça. Mais j'adore la game. Je suis de moins. Je dirais pas que j'aime moins la game aujourd'hui. Le monde, il frappe tout pour le coup de circuit aujourd'hui, puis il ne joue pas la small ball qu'il appelle. Ouais. Moi, je suis un fan de small ball. Moi, là, quand il y a un gars au premier pour au deuxième, puis là, ils vont changer le gars pour faire. Moi, mon garçon, on est assis, là, puis là, il regarde, il dit pourquoi t'es excité? Je dis parce que ça, c'est du baseball. Là. Tu vois, là, le gars a fait un bunt. J'étais comme finalement du baseball. Il dit quoi, ce que tu veux dire? Je dis ça, c'est du baseball. Là, ouais. Pour moi, Noé, parce que j'ai grandi à regarder les gars des années 80, fin 80, 90, là, des équipes de foot, les joueurs de foot aussi. Mais ça a tellement changé le baseball, comme tu dis. Là, dans le temps, tu n'envoyais pas des gars comme Aaron Judge là, qui. C'est quoi, il fait 6 pieds 8, lui? C'est un phénomène. Là. Et c'est incroyable comment est-ce qu'il est immense, ce gars-là. L'autre aussi, je pense qu'il est rendu avec les Yankees aussi. Stanton. Ouais, lui aussi, il est immense. C'est rendu des joueurs de baseball, c'est quasiment des joueurs de basket avec une shape de joueur de football. Puis c'est. Ils savent juste comment se battre comme il faut à l'angle parfait, puis c'est ça qu'ils font. Fait qu'ils se 3 fois sur 4, mais la 4e fois, la balle s'en va. Ça est loin. Là, fuck it. C'est plat parce que les gars, à ce temps, ils s'en sacent s'ils strike out. Puis, c'est comme les. Puis, moi, ce qui m'intéresse le plus au baseball, là, je veux dire la vérité, c'est les lanceurs. Moi, là, je pourrais regarder un match de 0-0. Si c'est 2 des meilleurs lanceurs de la ligue qui lancent, moi, je suis assis là, puis je suis comme check.
moi, ça que j'aime, là, maintenant, mon garçon, là, il s'assoit avec moi sur le sofa, puis il watch le football avec moi, puis il watch le baseball avec moi. Ça, là, au début, mon garçon, il joue au baseball, puis il ne gardait même pas le baseball à la télé. Là. Mais c'est juste cette année là, qu'il commence à vraiment aimer. Là. Il va mettre la télé on, puis il va écouter la game de baseball, ils vont enregistrer la game de la soirée d'avant pour le réécouter le lendemain. Ouais. Moi, j'adore ça. Parce que si tu n'es pas passionné par le baseball, c'est plate, là. C'est long, là. Surtout, nous autres, c'est plate parce qu'on ne pointe pas vraiment tous les postes. Mais, en plus, mettons, comme à TVA Sport, RDS, ils baissent le son du stade pour avoir les commentateurs. Fait que, c'est comme, c'est encore plus plate, là. Tu peux pas charmer quelqu'un en disant hey, écoute le baseball avec moi à la TV, là, c'est impossible. Là. Tu peux pas faire tomber en amour avec le baseball quelqu'un, mais tandis que sur place, c'est le fun. Tu entends tout, tu entends le bruit de la balle dans les gants, puis tu entends le monde crier. Fait que c'est complètement différent, puis c'est le fun. Hein. Ah, j'adore ça. J'ai amené mon garçon au stade olympique l'année passée. C'était les Brewers contre. J'oublie c'était contre qui, mais j'avais eu des billets. Mon boss m'avait donné des billets, puis c'était des bons billets. C'était la première fois que mon garçon allait à une game de balle, mais il était comme hey. Moi, j'étais en 7e manche, puis c'était la pré-saison. Puis j'étais comme hey, tu vas toucher tard, on peut-tu s'en aller? Là? Il était comme non, let's go, on reste mais l'ambiance est tellement différente, j'adore ça. Il n'y a pas un sport. Quand j'habitais à Toronto, j'allais voir les Blue Jays de temps en temps. Ah ouais? J'aimais ça. On avait toujours des bons billets avec la job que je travaillais, la compagnie. Ils me donnaient des billets à job. Puis on était tout le temps assis là, sur la first baseline. Puis quand les Yankees venaient jouer, je me rappelle, j'avais vu Alex Rodriguez puis Jeter. Alex Rodriguez puis Jeter. Puis c'était comme, wow, ça, c'était des superstars. J'adorais. Là. Ouais. Mais moi, à chaque fois que je vais au baseball, je me signe bleacher. Tout le temps. J'aime tellement ça. Puis l'année passée, on était voir Tampa Bay contre les Red Sox. Puis on était juste la deuxième rangée au bord de la clôture à côté sur le bullpen. Holy shit. Puis, les billets étaient comme 30$. Fait que, c'est nice. Puis là, j'avais regardé parce que les Yankees avaient joué la veille. Le même billet était 400$. Oh, c'est fou. C'est incroyable. Là, c'est incroyable. Puis, tu sais, même quand j'étais au Colorado, la game du mercredi que j'avais été, c'était contre les Cubs. Puis, on était assis dans le pit en haut. Puis, ça nous avait coûté comme 37$ du billet. Puis, le vendredi, quand j'avais été tout seul, j'ai dit, tu sais, je vais me gâter, je vais aller dans le bleacher. Ça m'a coûté 20$, ça compte les Padres. Ouais. C'est drôle qu'ils changent les billets comme ça à cause que c'était une équipe pourrite. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que je me suis levé pour aller me chercher un nachos. Puis quand je suis revenu, la madame m'a dit hey, il y a un coup de circuit qui a fessé dans ton banc, mais il a fessé. J'étais comme tu me niaises. C'était Fernando Tatis qui avait frappé le circuit en plus. Cette game-là, il en a frappé 3. J'étais comme tu me niaises. Puis même, ce que j'aime faire aussi, c'est aller me promener pendant la game, faire le tour du stade. Ouais. Puis ce qui m'impressionne, c'est l'enclos des releveurs là, quand au début, il lance la balle, mais à un moment donné, quand il rouvre la machine, le son dans le gant du catcher, là, c'est incroyable. C'est toutes des affaires de même qui me font capoter sur le baseball. C'est ça, des petites affaires, des petits sons, des petites odeurs, l'ambiance. Tu n'as pas ça au hockey. Là, oh non, pas du tout. Moi, je n'écoute pas le hockey, mais même quand je coach mon garçon l'été, là, je lance la première chose que je vais faire là, quand j'arrive sur c'est quand je commence à lancer la balle, j'essaie toujours d'avoir le son là, qui frappe. Là, puis je l'explique à mon garçon. Là. Va chercher la balle, tu vas voir, tu vas remarquer une différence. Attends pas la balle, va la chercher quand elle arrive, puis frappe-la, tu sais. J'essaie toujours de la frapper dans la pocket, là, jusqu'à ça fait du son, là, puis y a des petites niaiseries comme ça, là, moi, il n'y a rien qui m'excite comme le baseball, puis tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un, comme tu dis, là, qui n'est pas ça, le baseball. J'ai écouté 3 manches l'autre jour, ça a pris 48 minutes, puis il n'y a rien qui s'est passé. Je comprends pas comment t'aimes ça. Mais cet été, avec la NSPW, on s'est dit, hey, une fin de semaine, on se fait une équipe, on va jouer dans un tournoi de balle. Puis, tu sais, c'était le fun, mais tu sais, le lundi, je marchais comme j'étais plus raqué que pour avoir lutté. Là. J'étais tout raqué. On avait joué 4 games. C'est là qu'on a eu l'idée de faire le match au stade de baseball à Québec. Là. Fait que mais le tournoi de balle, le lundi, là, je capotais. J'avais de la misère à lever mon bras. J'avais les jambes tout raquées. Parce que, tu sais, on se le dit à la lutte, on ne court pas pour vrai. Oui, c'est vrai, ouais.
tu fais le mouvement de courir, mais tu ne cours pas pour vrai. Mais là quand tu es au premier but puis que le gars frappe la balle, tu te dis, hey, moi, je rentre celle-là. Là. Hey, tu cours, là, puis je ne me rappelais pas. Ça doit faire peut-être 15 ans que je n'avais pas joué à la balle. Puis ça doit faire à peu près 15 ans que je n'avais pas couru pour vrai aussi. Là. Ouais. Tu le sentais le lundi matin, tu arrives à la job. Si moi, j'ai mal aux fesses, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mon boss m'avait dit, coudonc, ça va-tu? Avez-vous recommencé à la lutte? Ben non, je joue à la balle. Oh man. Écoute, man, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je pourrais te parler pendant des heures et des heures, mais ben on fait 1 heure et demie qu'on se parle, là, mais écoute, ouais, déjà? Ouais, c'est ça, il est 6h30, okay. là, je viens de réaliser. OK. Écoute, man, je te remercie bien gros. Puis dans le futur, si jamais que tu serais intéressé, j'aimerais ça te revoir sur le Savage Show. Ah, il n'y a pas de problème. Puis merci à toi. Puis on s'en va bientôt, si tu veux dire où est-ce qu'on peut trouver l'information sur la NSPW, sur Instagram, Facebook, c'est quoi les choses pour que le monde puisse aller te visiter? Je ne suis tellement pas technologique. Là. Facebook, c'est Lutte NSPW. Sur Instagram, c'est juste NSPW. Sur Twitter aussi. On a un Patreon aussi. Patreon.com/lutte NSPW. Ouais. Il y a les émissions de ma TV là-dessus. On a un forfait à 5 $ pour que le monde puisse suivre le tournoi à ronde du championnat télévision là-dessus. On est sur independentwrestling.tv aussi. Fait que, on essaie de garder ça actif pour que le monde ne nous oublie pas. C'est parfait. Ça fait qu'écoutez, vous avez attendu ça. Allez vous inscrire, allez checker ça. Encore une fois, Steve, je te remercie puis je te souhaite bonne chance avec la NSPW puis avec la lutte au Québec. Merci, puis on va savoir bientôt, je suis confiant. All right. On s'en parle plus tard, mon homme. Salut! Ciao!